Pendant que le décret de lutte contre la vie chère est déjà publié dans le journal officiel pour baisser le prix des 8 produits de première nécessité sur le marché, la réalité est tout autre. L'on note d'ailleurs la hausse du prix des chinchards. Une organisation de défense des droits des consommateurs dénonce la situation. Et puis, réouverture au public du pont Kibali effondré il y a plusieurs mois dans la province du Haut-Uélé. Une bonne nouvelle pour les usagers de cet ouvrage d'une importance capitale. Vous aurez les détails dans ce journal. Et à l'international, pour la sécurité alimentaire de plusieurs Africains, les racines des tubercules jouent un rôle non négligeable. Ainsi, ces cultures occupent aussi une place importante pour l'avenir. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. On lance ce journal avec cette information en bref. La première ministre Judith Suminwa a atterri ce vendredi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'état des sièges en Ituri et Nord Kivu, accueilli par le gouverneur militaire et les forces vives locales. Sa visite marque un tournant stratégique pour cette région en proie à l'insécurité depuis des décennies. Mandatée par le président de la République, la chef du gouvernement doit examiner l'impact des mesures transitoires discutées avec les parties prenantes locales et identifier les actions nécessaires vers une administration civile. Cette mission s'inscrit dans une dynamique de rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC. Et puis, le vice-premier ministre a rencontré des entrepreneurs égyptiens du consortium EGAD désireux d'investir en RDC dans des secteurs comme l'énergie agroalimentaire et la construction. L'objectif est de renforcer la coopération sud-sud et valoriser et favoriser le transfert de technologies tout en employant une main-d'œuvre locale. Suivez. Son Excellence nous a bien rassurés sur la volonté ferme et définitive de la RDC d'améliorer le climat des affaires. Ça, c'est très important pour les investisseurs parce que ça donne une garantie justement que le gouvernement comprenne ce que les investisseurs ils ont besoin, mais également donne une garantie que le climat des affaires sont favorables pour que les investisseurs puissent venir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons discuté justement de la difficulté d'un investisseur qui discute avec plusieurs différents ministères et des différents interlocuteurs en RDC, ce qui ralentit justement la démarche d'investissement et de réalisation de projets. Donc il nous a promis également de voir comment il peut nous aider, de concentrer un petit peu, avoir un focal point ou un point de contact unique pour qu'on puisse justement gérer les différents obstacles que nous pouvons rencontrer lors des démarches de l'investissement. Et la sécurité alimentaire aussi, c'était un point important de la discussion et je pense que c'est très important pour rendre des denrées alimentaires accessibles au peuple en RDC, comme nous avons fait en Égypte également. La sécurité alimentaire, donc c'était un point important. Il nous a promis de nous aider pour voir justement, pour faciliter nos investissements que nous avons démarré avec une usine de concentré de tomates, mais également nous sommes en train de démarrer des discussions sur des poulетteries, donc pour diminuer aussi le prix du poulet ici en RDC et l'énergie également, donc pour voir en quelle mesure nous pouvons venir et investir en énergie massivement ici en RDC. Nous allons préciser ensemble qu'il s'agissait du VPM de l'économie Daniel Mukoko Samba. Et puis cette information lutte contre la vie chère, Daniel Mukoko Samba, il revient encore, multiplie les réunions. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, poursuit ses consultations pour mettre en œuvre la décision du gouvernement de réduire les prix des 8 produits de première nécessité lors d'une réunion tenue ce jeudi 21 novembre avec la Fédération des entreprises du Congo et des importateurs. Il a souligné l'importance de la mise en œuvre rapide des mesures annoncées dans le décret numéro 24/07. L'inspection générale des finances est chargée de certifier des stocks pour l'application de ces nouvelles mesures.
Et puis, en attendant les effets de cette mesure sur le marché, l'on constate la hausse du prix de Chinchard. L'Organisation de défense des consommateurs, ODC en sigle, dénonce le manque de sincérité des opérateurs économiques. Selon l'ODC, ces derniers tiennent un discours devant le gouvernement, mais ne respectent pas les accords pris avec celui-ci sur le terrain. L'organisation de la société civile appelle également la population à dénoncer ces opérateurs. Suivez-le dans ce propos recueilli par Patience Lokeke. Et ici, nous voulons dénoncer le manque de sincérité de certains opérateurs économiques qui, devant l'autorité, ils ont un langage et tout de suite, dès qu'ils se retrouvent dans leur peau de commerçants, ils sont là pour spéculer, augmenter des prix. Vous devez savoir que nous sommes à la veille de la décision que le gouvernement a prise pour alléger tant soit peu la souffrance de la population. Et cette mesure suspend le prélèvement de TVA et le rabattement des taux sur les taux de droits, taxes et redevances sur le produit de première nécessité. Et ces jours où la population attend qu'il y ait une baisse sensible de prix, nous ne pouvons pas accepter et nous dénonçons qu'il y ait ces opérateurs économiques, par exemple pour le produit que vous faites allusion, les Chinchard qui passent de $59 à $84. Je me dis qu'il faut que nous soyons d'abord fixés par rapport à ça. Ou sinon, ce n'est que de la pure spéculation. Et nous voulons appeler les consommateurs, la population quinoise, à être vigilants. Lorsque vous tombez devant un commerçant qui vend à ces prix-là, amenez la facture, dénoncez. Ce que nous envisageons, premièrement, c'est la sensibilisation de la population par rapport à la mesure de lutte contre la vie chère. La population doit savoir qu'il y a des mesures qui sont prises pour que le prix soit vraiment diminué. Et alors, la population, quand elle n'est pas informée, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et sur un autre sujet, une bonne nouvelle pour la population du Haut-Uélé avec la réouverture du pont Kibali après plusieurs mois de fermeture. Fermé à la circulation depuis son effondrement au mois de février dernier, le pont Kibali, jeté sur la rivière éponyme sur la RN26 en territoire du Ouatsa, dans la province du Haut-Uélé, a été ouvert au trafic ce mercredi 20 novembre. L'ouverture concerne dans un premier temps les piétons, motocyclistes et petits véhicules. Les poids lourds devront attendre la fin totale des travaux. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Inauguration ce mercredi 20 novembre du pont Kibali, jeté sur la rivière éponyme, sur la RN26 en territoire de Ouatcha, dans la province du Haut-Uélé, située au nord-est de la République démocratique du Congo. Son effondrement en février dernier avait causé d'énormes préjudices socio-économiques. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Sa Majesté Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste, qui a présidé les cérémonies irrélatives aux côtés du vice-gouverneur Christophe Dara Matata, représentant personnel du gouverneur Jean Bakomito, des membres du gouvernement provincial, des autorités administratives et coutumières, des représentants de l'entreprise Kibali Gold Mine, dont le directeur de la mine Arthur Kabila, des notabilités locales ainsi que de la population qui s'est affluée sur les lieux. Les travaux de réhabilitation de ces ponts, longs de 48,8 mètres et d'une capacité de 45 tonnes, ont bénéficié du financement de l'organisme spécialisé de gestion de 0,3% du chiffre d'affaires de Kibali Gold Mine, dotation Kibali, avec l'implication du gouvernement central qui est provincial.
Dans leur discours de circonstances, le vice-ministre Mouamine Désé et le vice-gouverneur Christophe Dara ont tour à tour rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi pour ses efforts inlassables afin de pacifier la partie est du pays et pour son implication personnelle pour la réfection de ces ponts. Ils ont exhorté les usagers de cette route au respect du tonnage et à la protection de cet ouvrage d'art d'intérêt capital pour la région. L'ouverture des trafics sur ces ponts est un ouf de soulagement pour la population scandant des chants de joie et de reconnaissance. Elle concerne dans un premier temps les piétons, motocyclistes et petits véhicules. Les poids lourds devront attendre la fin des travaux des murs de soutènement supplémentaires. Le gouvernement provincial envisage d'y installer un pont bascule et une taxe pour assurer sa protection à longue durée. Toujours en matière d'infrastructure, un autre projet important se met en place cette fois-ci à la frontière Sakabinda-Kabimba entre la RDC et la Zambie le jeudi 21 novembre 2024 à Kolwezi. Les ministres des infrastructures des deux pays ont signé un mémorandum d'entente incluant également les routes d'accès menant à cette frontière. Rachel Misengai de Momat. La signature de ces mémorandums d'entente entre le gouvernement zambien et celui de la République démocratique du Congo pour faciliter le développement de l'infrastructure frontalière Sakabinda-Kadimba et la construction de routes d'accès menant au poste de frontière en Zambie et en RDC marque la matérialisation de la vision du chef d'État Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema qui tiennent à la connectivité de ces deux pays pour développer les échanges entre ces deux peuples très attachés. Dans son mot, le ministre d'État des ITP de la RDC a réaffirmé son engagement à ce que ces projets se matérialisent dans les délais impartis. Vous connaissez la vision de nos chefs d'État africains qui veulent une Afrique intégrée, une Afrique connectée. Et il n'était pas normal que deux provinces avec les mêmes peuples, les mêmes langues, puissent ne pas être reliées par des routes qui soient des routes modernes. C'est un grand pas que nous faisons aujourd'hui et nous prenons l'engagement aussi comme ministre de veiller à ce que non seulement cet accord soit implémenté, mais surtout que cette route soit construite. Occasion pour le ministre zambien de l'Infrastructure, Habitat et Urbanisme de vanter la fraternité des deux présidents pour le projet d'intérêt commun. Ces deux grands fils d'Afrique ont toujours été ensemble et nous avons témoigné cela, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre. Et le résultat de cette approche entre les deux, nous voyons que les deux pays travaillent ensemble et ils cheminent ensemble. C'est le résultat de ce projet que nous avons l'honneur de voir aujourd'hui. Après Kasomeno Tchalwe, c'est au tour de Sakabinda Kadimba. La population bénéficiaire en liesse a accueilli ces projets en présence de la gouverneure Fifi Masuka. Et puis, une délégation de la commission parlementaire conduite par le député national Augustin Matata Pogno, institué par l'Assemblée nationale pour appuyer la ville de Kinshasa dans la lutte contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages, a été reçue en audience ce jeudi par le gouverneur Daniel Bumba. Les deux parties ont passé au peigne fin ces différents mots qui rendent pénible le quotidien des Kinois. Damani Mujinga pour les détails. Les questions liées aux embouteillages, à l'insalubrité et aux constructions anarchiques ont été abordées lors d'une audience que le gouverneur de la ville de Kinshasa a accordée à la commission parlementaire chargée de cette problématique. Augustin Matata Pogno, qui était à la tête de la délégation, a fait le point de la rencontre en évoquant que l'insalubrité est la source d'épidémies pour la capitale. Il y a un problème d'insalubrité chronique et qui est à la base déjà d'un début des épidémies dans la ville. Une ville qui compte 15 à 20 millions d'habitants, et s'il y a une épidémie qui rentre dans cette ville, elle peut ravager et tuer des milliers, si pas des chiffres qui approchent les millions de personnes. Alors, je pense que l'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, donc a approuvé cette proposition qui vise à analyser les facteurs causaux, les conséquences, ainsi que voir quelles sont les propositions des mesures
à pouvoir prendre. L'élu du Maniema est revenu sur les constructions anarchiques qui sont à la base des inondations et sur la question des embouteillages. Il s'est avéré malheureusement que l'une des causes des inondations que nous vivons dans la ville, et même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux. Les caniveaux sont bouchés à cause des constructions au-dessus de ces caniveaux. Mais il y a aussi la construction sur les rives, sur les bandes riveraines. Et ça, je crois, il est important que des mesures soient proposées par l'Assemblée nationale, des mesures conjoncturelles, mais des mesures structurelles aussi, pour résoudre ces problèmes. Enfin, c'est les problèmes d'embouteillage, comme vous le savez. Nous sommes dans une ville où il est pratiquement difficile de se mouvoir aujourd'hui, de programmer un rendez-vous, de programmer un agenda, et on ne peut pas continuer dans cette situation qui, si nous nous prenons garde, va déboucher sur des conséquences fâcheuses. L'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages sont des problèmes auxquels font face les habitants de la capitale au quotidien. Trouver des solutions idoines pourrait soulager vivement la population. C'est avec cette information sur Kinshasa que nous allons prendre un sujet sportif. Le tirage au sort de la CAN féminine 2025 se tiendra ce vendredi 22 novembre, tout à l'heure à 20 h. Pour ce faire, la CAF a dévoilé la composition des chapeaux. La République démocratique du Congo se trouve dans le chapeau 4, accompagné de la Tanzanie et du Botswana, ce qui présage un tirage relevé pour les léopards dames de la RDC. Blessed Kouzola. Le tirage au sort de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Dames 2024 aura lieu ce vendredi 22 novembre à 19 h temps universel au centre technique Mohamed VI situé à la salle du royaume chérifien. Selon la direction de communication de la CAF, ce tirage sera diffusé sur la chaîne YouTube de la CAF. La compétition se jouera du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Il est à noter que la 12e édition a été remportée par l'Afrique du Sud en terre marocaine en 2022. La République démocratique du Congo se trouve dans le chapeau 4, accompagné de la Tanzanie et du Botswana, ce qui présage un tirage relevé pour les léopards dames. Les 12 pays qualifiés sont le Maroc, pays hôte, l'Algérie, le Botswana, la RDC, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie. Il faudra signaler le retour de la RDC et de l'Algérie sur la scène continentale. Place à la page internationale. En dehors des frontières de la RDC en Afrique, les racines et tubercules représentent une source de calories pour des millions de personnes. À côté des céréales, ces cultures sont également importantes pour la sécurité alimentaire et devraient encore jouer un rôle important dans le futur. Suivez. Sur les prochaines décennies, les pays situés au sud du Sahara continueront à porter la dynamique du marché des racines et tubercules. D'après les dernières prévisions publiées par l'OCDE et FAO sur la période 2024-2033, l'Afrique subsaharienne pèsera pour 37% de la consommation de ces plantes riches en amidon à l'horizon 2033 contre 31% pour l'Asie par exemple. Riches sur les plans nutritionnels, les racines et tubercules sont des éléments majeurs des régimes alimentaires, notamment en Afrique centrale et de l'Ouest où la consommation par tête dépasse celle des produits céréaliers. Dans des pays comme le Congo et le Ghana, les données de la FAO datant de 2021 indiquent que la consommation par tête des maniocs atteint respectivement 250 et 220 kg par an. Au Nigeria, par exemple, l'utilisation d'igname se situe par exemple à 105 kg contre 155 kg au Bénin. Si la demande en racines et tubercules a été souvent associée au ménage, en particulier ces
En particulier, c'est situé dans les zones rurales en raison du fort caractère d'autoconsommation de la production. Les cultures comme les maniocs, l'igname, les taros, la patate douce sont de plus en plus destinées aux zones urbaines et périurbaines. Ceci grâce au développement des activités intermédiaires comme la collecte, les stockages, les transports, l'emballage, la vente en gros, la transformation ou encore la vente au détail qui permettent l'acheminement vers les consommateurs. Sur la période de projection, le Nigeria devrait compter pour 15% de la consommation mondiale des racines tubercules, soit près de 40% de l'Afrique subsaharienne. Au-delà de l'usage, les rapports indiquent que la région jouera également un rôle prépondérant dans la production mondiale en comptant pour 38% de l'offre mondiale revue d'ici 2033, dont 16% pour le Nigeria. Au Ghana, les maniocs et l'igname occupent près de 20% de la superficie agricole cultivée et la valeur commerciale totale de leur production dépasse celle de toutes les cultures céréalières d'après les données de la FAO. Au Nigeria, la production des maniocs qui s'élève chaque année autour de 60 millions de tonnes est également supérieure à l'offre de toutes les graminées combinées. Le pays est d'ailleurs le premier fournisseur mondial de ces tubercules ainsi que le premier producteur mondial d'igname avec plus de 61 millions de tonnes, soit 70% de l'offre totale. L'actualité économique internationale nous emmène en Centrafrique. Un autre sujet de taille sur la scène internationale, la fin des restrictions sur les exportations de diamants. La Centrafrique a salué il y a quelques jours la fin des restrictions imposées en 2013 par le processus de Kimberley sur les exportations de diamants. Une victoire néanmoins incomplète puisque l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a suspendu le pays. Suivez. Le processus de Kimberley a levé mi-novembre les dernières restrictions sur les exportations de diamants de la République centrafricaine. Ce résultat, salué par les autorités comme une reconnaissance des efforts pour assainir les secteurs miniers, intervient alors que les initiatives pour la transparence dans les industries extractives appellent le gouvernement à renforcer la transparence. Le conseil d'administration de l'organisation a annoncé le 12 novembre la suspension de la Centrafrique à l'issue de sa dernière évaluation de la mise en œuvre de la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Avec un score faible de 45%, les pays accusent en effet un retard notamment en matière de participation de la société civile et de transparence. Par exemple, des représentants de la société civile n'ont pas pu se rendre dans certaines zones minières clés à cause des interdictions de voyager et les autorités n'ont pas éclairci les soupçons d'octroi des permis à des entreprises associées à des groupes de sécurité privés comme les groupes Wagner, désormais Africa Corps. Notons que la Centrafrique a jusqu'en janvier 2027 pour mettre en œuvre les recommandations du Conseil et pourra solliciter une nouvelle évaluation anticipée afin de montrer ses progrès et lever éventuellement la suspension. En 2013, par exemple, l'initiative pour la transparence des industries extractives a suspendu la Centrafrique avant de lever la suspension en 2021. En attendant de connaître l'impact de la levée de la suspension sur les revenus générés par les diamants en Centrafrique, rappelons que la transparence dans l'industrie minière a également des bénéfices. En RDC, par exemple, la divulgation des contrats miniers avec la Chine et les débats publics s'en est suivi autour des bénéfices de l'accord ont contribué à une renégociation par les gouvernements avec la clé 4 milliards de dollars de revenus supplémentaires attendus. Et enfin, pour conclure ce journal, place à notre revue de presse avec Dom Momat qui nous propose une sélection des sujets d'actualité abordés dans les journaux parus ce matin, mais aussi dans la presse en ligne. Suivez. Les débats sur la révision de la Constitution continuent d'alimenter les gros titres des quotidiens quinois. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
L'honorable Katola Olivier, dans La Prospérité, soutient qu'une relecture de l'article 217 est essentielle pour protéger la souveraineté nationale. Selon lui, il est urgent de clarifier cette disposition pour éviter tout malentendu sur l'étendue de la souveraineté et l'intangibilité du territoire. Dans Info 27, Maître Kabengele plaide pour la modification de plusieurs articles, dont les articles 214, 216, 217 et tenez-vous bien, l'article 220 qui verrouille d'autres articles n'étant pas lui-même verrouillé. Dans la foulée, Maître Kabengele souligne une omission significative dans la Constitution congolaise, l'absence explicite des protections de l'intégrité territoriale parmi les matières intangibles contenues à l'article 220. De son côté, Kabange Numbi du FCC réagit en forme des As, précisant que les préoccupations sur l'article 217 sont dues à une lecture incorrecte des précédents articles. Il évoque cependant la question de l'adhésion à l'EAC et ses implications, notamment la possibilité pour l'EAC d'acquérir des terres en RDC. Le même journal rapporte que Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, demande au président Tshisekedi d'échanger carrément la Constitution plutôt que de la réviser. Cette proposition a renforcé l'opposition, unie désormais contre tout changement constitutionnel, comme le rapporte les journaux dans une déclaration de l'Alliance Force Politique et Sociale contre la dictature et les changements de la Constitution. Pas de changement de constitution, pas de troisième mandat, pas de présidence à vie en RDC, c'est désormais le mot d'ordre de l'opposition. La lame de fond conclut Econews, soulevée par la déclaration du chef de l'État Kisangani et réitérée successivement à Lubumbashi et à Kipushi, est loin de retomber. Au contraire, elle vient d'initier une alliance inattendue d'organisations politiques de l'opposition. Le phare, qui s'est intéressé au social de la population, souligne les efforts du gouvernement sous l'initiative du président Tshisekedi et de Judith Suminwa, première ministre, pour réduire le prix des 8 produits de première nécessité. Le ministre de l'économie, Daniel Mboko, multiplie les réunions pour mettre en œuvre cette décision. Dans un autre contexte, Africa News rapporte que Sélé Yalabouli critique l'augmentation rapide de l'endettement public qui a progressé de 294% en 2 ans. Soulignant ainsi le risque pour les générations futures. Il alerte sur le fardeau financier que cela représente, notamment lorsque les emprunts sont sollicités pour des projets peu rentables. Entre 2020 et 2022, la dette publique de la RD Congo est passée de 3,6 milliards à 9,8 milliards de dollars américains. Une augmentation injustifiée et injustifiable, selon Sélé Yalabouli, qui rappelle que les 10 années ayant suivi l'effacement de la dette dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE, ont été marquées par une évolution de la dette publique de seulement 1,1 milliard de dollars. Géopolice Hebdo, enfin, pour terminer, informe que le ministre des Finances a participé à un atelier sur l'optimisation de la dette publique en explorant des mécanismes comme le debt swap. Ces systèmes visent à transformer la dette en levier pour le développement, en particulier dans des secteurs comme l'éducation, la santé et les enjeux climatiques. Fin de cette revue de presse, merci pour votre attention et bon début de week-end chez vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Alors que le décret de lutte contre la vie chère est déjà publié dans le journal officiel pour baisser le prix des 8 produits de première nécessité sur le marché, la réalité est tout autre. L'on note d'ailleurs la hausse du prix de Chinchard, une structure de défense des droits des consommateurs, dénonce les opérateurs économiques. Et puis, réouverture au public du pont Kibali, effondré il y a plusieurs mois dans la province du Haut-Uélé. Une bonne nouvelle pour les usagers de cet ouvrage d'une importance capitale. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et en dehors de nos frontières, pour la sécurité alimentaire de plusieurs Africains, les racines et les tubercules jouent un rôle non négligeable. Ainsi, ces cultures occupent une place importante pour l'avenir. Et voilà, c'est la fin totale de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.